Alors, bonjour. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On pourra peut-être en discuter après l'ensemble des présentations. Donc, essentiellement, ma présentation a trois objectifs qui correspondent aux trois questions suivantes. Ce que je vais essayer de faire dans les 15 prochaines minutes, c'est d'abord vous démontrer que la démocratie a fait de grands progrès dans la région au cours des 40 dernières années, mais que beaucoup reste encore à faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais discuter brièvement ce qu'est la Charte démocratique interaméricaine. Je ne vais pas vous la présenter en détail, mais je vais identifier certaines de ses faiblesses et certaines de ses forces. Et essentiellement, je vais tenir l'argument suivant, qui est à savoir que malgré les limites qu'on lui reproche généralement, dont certaines auxquelles vous avez fait de façon implicite allusion, la Charte démocratique interaméricaine a eu des effets, je crois, bénéfiques sur la démocratie dans la région. Enfin, je vais terminer en identifiant, selon moi, les principaux défis auxquels seront exposées les démocraties de la région au cours des prochaines années. Et à ce niveau-là, je crois que nos opinions convergent. Donc, ce que je vous présente actuellement au tableau, c'est une image qui utilise les données du sondage Freedom House, qui est donc une ONG américaine qui, à travers des sondages d'experts, va qualifier le degré de liberté politique des différents pays du monde, et ils vont, à l'aide de leur indice, catégoriser les pays dans trois catégories, soit les pays libres, qui peut correspondre grosso modo à une démocratie, les pays partiellement libres et les pays non libres. Alors, c'est un peu pour illustrer le progrès qui a été fait dans la région au cours des 40 dernières années. Si on regarde la carte en 1978, on constate que, d'abord, on sait qu'une majorité ou une grande partie des pays étaient sous le joug de dictature. Si on regarde, si on se fie aux données de Freedom House, on constate qu'il y a du rouge, du jaune en prédominance, et que seuls 3 des pays de l'Amérique latine continentale sont de couleur verte, soit le Costa Rica, la Colombie et le Venezuela. Ce qui est intéressant, si on regarde une trentaine d'années plus tard, en 2006, je dois vous dire que la carte de 2011 est identique à celle de 2006, on constate qu'il y a une prédominance de couleur verte et jaune. Fait très intéressant à noter, parmi les pays qui étaient verts en 1978, 2 d'entre eux sont passés au jaune, soit la Colombie et le Venezuela, donc qui sont un peu allés à contre-courant. Évidemment, si on s'en tient à cette image, on pourrait conclure avec un excès d'optimisme en disant, ben voilà, c'est réglé, les pays d'Amérique latine sont aujourd'hui plus démocratiques, plus de soucis. Or, je crois que c'est loin d'être le reflet de la réalité. La démocratie continue à être une source d'inquiétude, mais disons que la préoccupation principale a changé. Alors qu'au lendemain des transitions démocratiques, soit tout au long des années 80 jusqu'au début des années 90, on était essentiellement préoccupé par le problème d'instabilité ou de stabilité de la démocratie, à savoir si les régimes allaient rester en place ou allaient éventuellement être renversés par de nouvelles dictatures. À partir des années 90 et aujourd'hui, on se préoccupe davantage de la profondeur ou de la qualité de la démocratie. Donc, on constate dans l'ensemble de la région, presque l'ensemble de la région aujourd'hui, qu'on tient des élections régulières au suffrage universel et sur le plan purement institutionnel, si on établit un seuil minimum pour pouvoir qualifier un pays de démocratique, la plupart des pays répondent à cette exigence. Or, c'est dans la nuance que ça se joue. Et ce que l'on constate à partir du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs régimes qui vont tomber dans une espèce de zone grise, où on va adopter des réformes qui sont pas nécessairement conformes aux procédures constitutionnelles. On va concentrer les pouvoirs dans les mains du président. Et je ne donne pas d'exemple concret, mais il y a une tendance dans plusieurs pays qui peut être observée et documentée, à savoir qu'on a des situations qui deviennent plus ambiguës. Il y a des chercheurs qui ont essentiellement utilisé une codification pour classer les pays dans 3 catégories que je vais vous présenter dans un instant et qui ont observé l'évolution à travers le temps.
depuis le début des années 1900, et je vous ferai mon pronostic sur ce qu'on devrait observer entre 2000 et 2010, puisque le graphique se termine en 2000. Les auteurs en question identifient trois catégories de pays, soit les démocraties. Et essentiellement, pour les auteurs, les démocraties sont les régimes politiques dans lesquels on observe la tenue d'élections libres et justes. Et je mets l'accent sur libre et juste. Donc, tout le monde, tous les partis politiques, les individus sont libres de participer aux élections, de se présenter comme candidat. Et il n'y a aucune caractéristique institutionnelle qui va favoriser un parti ou des individus plutôt que d'autres. Donc, la démocratie, comme on la connaît, dans ces procédures au Canada et en Amérique du Nord. La seconde catégorie est les pays qu'il qualifie de semi-démocratie, où on a des élections généralement libres, c'est-à-dire qu'il y a des candidats, il y a une opposition, il y a une variété donc, de secteurs de la société qui sont représentés, mais elles ne sont pas nécessairement justes. Alors, il y a ces nuances auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, où on insère des procédures, où on interprète la loi électorale à la faveur du parti gouvernemental la plupart du temps. Et enfin, on identifie les oligarchies compétitives qui sont évidemment disparues du panorama latino-américain, mais essentiellement, ce sont des régimes politiques dans lesquels nous avons des élections qui sont justes, mais auxquelles ne participe qu'une petite partie de la société, une aristocratie politique. Donc, c'était, si on veut, le régime politique par excellence du 19e siècle en Amérique latine. Évidemment, il y a les dictatures qu'on ne retrouve pas ici parce que, disons qu'à partir de la fin des années 80, on ne peut plus en dénombrer beaucoup. Là où je veux attirer votre attention, c'est le phénomène où, évidemment, à partir de 1980, on voit qu'il y a une croissance du nombre de démocraties, donc la zone blanche. Mais ce qui apparaît et ce qui est en croissance continue à partir de cette période-là, c'est la zone grise, qui est les semi-démocraties. Et ce que moi, si on faisait le même exercice et on le poursuivait jusqu'en 2010, tout au moins, cette zone grise demeurait très importante. Et c'est là. Et ça soulève un problème important lorsque, dans 30 secondes, je vous parle de la Charte démocratique des Amériques, c'est que la Charte démocratique des Amériques est un outil qui a été développé pour venir en aide aux pays où les institutions sont ouvertement mises en péril, où on a un danger de régression en mode autoritaire. Or, ces zones grises-là passent, si on veut, sous le radar. Et c'est ça, à mon avis, qui est le paradoxe de la Charte démocratique interaméricaine que je vous présente immédiatement. Donc, la Charte, donc, essentiellement, ce que je vous dis, la démocratie, si on regarde la première image, c'est clairement amélioré depuis les 40 dernières années, mais il y a une nouvelle réalité qui émerge, donc cette fameuse zone grise qui, selon moi, est très préoccupante et à laquelle on doit s'intéresser absolument. La Charte démocratique interaméricaine s'inscrit essentiellement en continuité avec des efforts antérieurs de défense et de promotion de la démocratie dans la région. Donc, la première fois où on invoque dans des congrès régionaux la notion sur papier, dans une déclaration, la notion de la protection de la démocratie, c'est lors de la conférence de Washington en 1907, à travers le traité général de paix et d'amitié. On va avoir à quelques occasions, dans le reste du 20e siècle, certains épisodes où on va sur papier, les pays de la région vont s'asseoir et vont faire des déclarations pour donner leur appui et montrer leur conviction envers les régimes démocratiques. Cependant, c'est dans la décennie des années 90 où on va voir les progrès les plus importants. Et c'est naturel, ça coïncide avec les transitions à la démocratie et cette préoccupation à laquelle je faisais allusion tout à l'heure avec l'instabilité, avec la possibilité d'un retour en arrière dans des régimes autoritaires. Donc là, on évoque pour la première fois la rédaction de la Charte démocratique interaméricaine ici à Québec au Sommet des Amériques auquel M. Le Prince a fait allusion.
Mais les travaux sont interrompus, notamment avec les interventions d'Hugo Chavez. Petite parenthèse, j'étais au Venezuela à l'époque et lorsque Hugo Chavez est rentré au pays, il a très fièrement dit à quel point il s'était opposé à la définition de démocratie représentative et que ça ne tenait pas compte de la population dans un de ses longs discours. Et c'était très particulier parce qu'il était assis donc, à son émission devant sa table et il montrait littéralement des photos de son voyage à Québec. Et ça a duré 3 ou 4 heures. C'était fascinant. Donc, lors de, éventuellement, les négociations pour la rédaction de cette charte ont lieu tout au long des mois de l'été et c'est le 11 septembre 2001 à Lima qu'est officialisée la charte telle qu'on la connaît aujourd'hui. La charte est l'engagement le plus ferme qui a jamais été pris par les pays de la région en matière de défense collective de la démocratie. La charte, dans son libellé, dans la façon dont elle a été rédigée, met l'accent principalement sur le comportement démocratique espéré. Donc, on y parle de la transparence des activités gouvernementales, la subordination constitutionnelle de toutes les institutions de l'État aux autorités civiles, du renforcement des partis politiques et de la participation des citoyens à la prise de décision. Elle innove aussi en matière de défense et promotion de la démocratie. Elle innove d'abord en allant au-delà de la simple référence au coup d'État comme atteinte à la démocratie, et on parle d'ailleurs plutôt d'altération de l'ordre constitutionnel ou de menace au déroulement du processus démocratique. Elle innove également en y insérant des mécanismes préventifs de défense de la démocratie, toutefois, et c'est là une nuance importante, à la seule initiative de l'État membre. Donc, un pays qui, par la règle de la non-ingérence en droit international, l'OEA n'est pas allé aussi loin que d'insérer une clause qui permettrait à l'organisation de s'immiscer dans les affaires d'État d'un pays sans qu'on l'y invite. Or, c'est un peu paradoxal puisque si c'est l'exécutif qui procède à des mesures qui sont inconstitutionnelles et qui mettent en péril la démocratie, bref, personne ne peut inviter l'institution à venir agir en tant que médiateur. Somme toute, c'est quand même le document le plus complet jamais adopté par l'OEA en matière de défense et promotion de la démocratie. Pourtant, une de ses grandes faiblesses, c'est que les niveaux d'obligation et de précision y sont plutôt négligés. Peu est dit à cet effet sur le comportement qui est proscrit. Donc, on parle de situations susceptibles d'avoir des incidences sur le déroulement du processus politique, institutionnel et démocratique ou sur l'exercice légitime du pouvoir. On parle aussi d'altération de l'ordre constitutionnel, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Par ailleurs, la Charte ne comporte aucun mécanisme de monitoring du comportement des États avec le respect des engagements qu'ils prennent en adhérant à la Charte. Donc, l'OEA ne peut intervenir en émettant des sanctions telles que l'exclusion d'un pays de l'Assemblée générale que suite à une altération significative. Donc, c'est très difficile, à travers la Charte, d'utiliser la Charte comme mécanisme de prévention lorsqu'on parle de détérioration qui sont moins perceptibles ou plus nuancées. Donc, essentiellement, la Charte offre un pouvoir d'intervention qui n'en est pas réellement un, qui est mon opinion. D'abord, à travers la suspension de l'Assemblée générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en cas d'intervention, seulement sur demande d'un pays membre. Donc, généralement, c'est là où on s'arrête dans la littérature lorsqu'on parle de la Charte et on fait le constat que la Charte n'est pas suffisante, que l'OEA n'a pas les pouvoirs requis pour pouvoir mener à terme son rôle dans la région comme promoteur de la démocratie. Je m'inscris en opposition à ce constat, notamment à cause des articles 5 et 6 de la Charte qui prévoient des éléments importants au niveau de la promotion de la démocratie, notamment à travers les missions d'observation électorale, qui ont grandement évolué à travers le temps depuis la première époque. Généralement, je vais aller très rapidement parce que Gordon me fait signe.
On parle de missions d'observation électorale, on les divise en 3 périodes. Une première qui débute dans les années 60 jusqu'aux années 90. On parle à cette époque de missions qui sont généralement des présences symboliques de dignitaires dans le pays le jour de l'élection. Dans une deuxième génération, on a une augmentation du nombre de missions. Ça reste encore de petits groupes d'observateurs qui viennent pour une courte période de temps. Dans la troisième période, donc de 2007 à aujourd'hui, on a une augmentation notable du nombre d'élections et surtout de la composition des élections. J'ai moi-même participé à une douzaine de missions au cours des 5 dernières années et les membres de ces missions sont souvent des administrateurs, des employés des administrateurs électoraux dans les différents pays de la région, et donc on a une perception très technique. Essentiellement, je crois que c'est pas négligeable cette contribution de l'OEA à travers ses missions d'observation électorale et à travers aussi des missions d'assistance technique au niveau de la vie démocratique. Ça permet aux administrateurs électoraux d'adopter des pratiques qui sont plus professionnelles. Ça permet aussi d'influencer un pays à adopter des règles, des changements afin d'harmoniser ses pratiques d'administration électorale et électorale au sens large aux standards internationaux. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça en règle tous les problèmes, mais je pense que c'est une contribution qui est significative à la vie démocratique en Amérique latine. Je termine après quelques mots. Donc, les activités de l'OEA en matière de promotion de la démocratie, je crois, contribuent au renforcement institutionnel des démocraties latino-américaines. Ce qui ne veut pas dire que la situation ne pose pas de nouveaux défis. Donc, au-delà des lacunes qui sont relevées par les missions d'observation électorale, telles les pratiques de bourrage d'urnes, d'achat de vote, l'utilisation des ressources gouvernementales pour faire campagne en politique, des inégalités flagrantes dans le financement des partis politiques, je crois qu'il y a un grand défi qui se présente en Amérique latine et qu'on ne pourra jamais résoudre à travers des réformes ou des efforts qui sont faits au niveau institutionnel. Et je parle d'une société civile qui est méfiante et qui est très déçue des institutions, très insatisfaite. On peut noter à travers les nombreux sondages transnationaux qui existent en Amérique latine, qui sont aujourd'hui publiés, et ce, depuis une vingtaine d'années, un très faible niveau de confiance interpersonnelle. Donc, les gens manquent de confiance les uns envers les autres et envers les institutions. Un faible niveau de confiance envers les institutions et les organisations liées au régime politique. On peut noter à cet effet un déclin important du support ou de l'appui à la démocratie et un niveau très faible de satisfaction à l'égard de la démocratie. Les attentes ont toujours été très élevées et les déceptions sont également très grandes. Là où je vois un très grand problème, et je vais lancer la balle à mon collègue Harmonie qui va nous parler des mouvements sociaux, c'est que cette société civile fait face à des défis importants actuellement, et je recoupe également les propos de Jean-Michel Leprince, à savoir l'insécurité et la corruption. Très brièvement, et je termine là-dessus, vous avez ici donc 2 diagrammes, et je m'excuse, ils sont en anglais puisque je les ai extraits directement de rapports anglophones. Le premier indique le taux d'homicide par 100 000 personnes dans différentes régions du monde, et remarquez bien que l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, les Antilles se retrouvent parmi les 4 premiers. Donc, lorsque Jean-Michel Leprince nous disait que l'Amérique latine est le continent le plus violent, vous en avez une démonstration chiffrée ici. Dans le deuxième cas, on nous a parlé tout à l'heure de corruption. Eh bien, nous avons, à travers le sondage, le baromètre des Amériques, une question qui a été posée dans l'ensemble, ou une batterie de questions qui a été posée dans l'ensemble des Amériques, à savoir si les gens avaient été victimes dans les derniers mois d'actes d'intimidation liés à la corruption. Donc, vous a-t-on demandé de payer pour des services gouvernementaux, etc. En Haïti, une personne sur 2 se dit avoir été victime d'une telle corruption. Au Mexique, on parle de 36 %. C'est incroyablement élevé. Donc, sur ce, avec ces 2 défis-là, je pense qu'on a une société civile qui, peu importe ce que l'on fait aux institutions, aux changements qu'on apporte au contexte institutionnel, il faut se préoccuper de la société civile. Après tout, ce sont eux les électeurs, ce sont eux qui font la démocratie. Voilà.
Merci.